Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Les cibles de l'espionnage américain se rebiffent. François Hollande demande que cela cesse immédiatement. Barack Obama promet des éclaircissements. Débat ouvert à 19 h sur l'ampleur des révélations sur ses grandes oreilles alliées. Le Sénat s'apprête à étudier les grandes orientations budgétaires. Ce sera jeudi. Quelle sera sa réponse au serrage de vis qui épargnera très peu de ministères? L'euthanasie, dans l'impossibilité de se mettre d'accord, les membres du comité d'éthique réclament des états généraux. Son président, Jean-Claude Amezen, est avec nous ce soir. Des avancées pour les malades en fin de vie figurent néanmoins dans l'avis qui était réclamé par le chef de l'État. Fausse naïveté ou réelle stupéfaction devant l'ampleur de l'espionnite américain. Les dirigeants de l'Union n'imaginaient sans doute pas la sophistication des moyens déployés donc par Washington pour intercepter les communications Internet et téléphoniques. Bruxelles nie d'espionnage numérique, mais les ambassades sur le sol américain, dont l'ambassade française, n'étaient pas épargnées. François Hollande souligne donc que la France ne peut accepter ce type de comportement qui doit cesser immédiatement. Et ce soir, Barack Obama assure que toutes les informations demandées par les alliés seront fournies. Le point ce soir sur un dossier de plus en plus explosif avec Alexandra Colino. Ça fait l'effet d'une bombe révélée par les journaux The Guardian et Der Spiegel. Des lieux hautement stratégiques de l'Union européenne à Washington auraient été espionnés par les États-Unis. Écoute, infiltration des réseaux, l'Agence nationale de sécurité aurait intercepté des millions de courriels et d'appels avec pour cible principale l'Allemagne. Ces informations proviennent des documents ultra-sensibles d'Edward Snowden. Depuis, l'Europe est sous le choc. Les relations avec les alliés d'outre-Atlantique se sont glacées. Compte tenu de ces allégations, le président Barroso a ordonné aux services compétents de la Commission de procéder à un contrôle complet de la sécurité. La représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a demandé aujourd'hui à John Kerry, le secrétaire d'État américain, de clarifier au plus vite la situation. Mais l'incriminé s'est montré plutôt cynique. Ce que je sais, c'est que c'est une pratique habituelle pour beaucoup de pays. Cette affaire arrive au plus mauvais moment, car l'Europe et les États-Unis sont en négociation sur des accords de libre-échange. Daniel Cohn-Bendit en exige l'arrêt immédiat. De son côté, le sénateur Pierre Laurent réclame une session spéciale du Parlement et l'arrêt des négociations sur l'achat des drones américains. Cela pourrait conduire à une crise politique majeure. Quant à Edward Snowden, il reste invisible depuis le 23 juin. Voilà les pratiques des services secrets américains, le sort de la taupe de la CIA, ce jeune Edward Snowden qui est donc toujours à Moscou en fait ce soir. Il vient d'ailleurs de demander l'asile politique à un pays qui, assure Vladimir Poutine, ne livre jamais personne. On en reparle dans un instant donc avec nos invités, notamment le sénateur Richard Young ou encore le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il faudra s'habituer à parler des 28. La Croatie a rejoint aujourd'hui l'Union européenne, consécration pour la République de l'ex-Yougoslavie qui s'est remise des guerres dans les Balkans dans les années 90, mais qui aujourd'hui souffre sur le plan économique. Simon Barbary. Le geste est symbolique. Dans la ville de Bregana, à la frontière slovène, pour la première fois, le drapeau européen flotte. Depuis minuit hier soir, la Croatie, avec ses 4 200 000 habitants, fait désormais partie de l'Union européenne. Mais si cette adhésion rassemblait la majorité des Croates il y a 10 ans, la crise économique et les conditions imposées par Bruxelles en ont rendu plus d'un eurosceptique. Dans l'UE, nous allons travailler 2 fois plus et on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et si nos jeunes pourront trouver du travail là-bas. De toute façon, nos jeunes experts y vont déjà. En récession depuis 2009, la Croatie sera en effet l'un des pays les plus pauvres de la zone euro, avec un taux de chômage de 20% et un produit intérieur brut de 39% sous la moyenne européenne. Zagreb se place juste devant la Roumanie et la Bulgarie. Des chiffres alarmants, mais pour le président croate, le sursaut viendra de Bruxelles. L'adhésion à l'UE nous ouvre l'accès à des fonds européens importants qui doivent aider l'économie croate à devenir plus forte et plus compétitive. À part cela, nous avons aussi des choses à offrir à l'UE. Dans certains domaines, par exemple dans le tourisme, la Croatie se porte très bien. Nous ne sommes pas mauvais sur tous les champs, si je puis m'exprimer ainsi.
La Croatie jouera donc un rôle d'éclaireur dans le processus d'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans. De sa bonne intégration dépendra le sort des autres. Le Monténégro a ouvert ses négociations d'adhésion le mois dernier. D'autres, comme la Serbie et le Kosovo, sont à divers stades dans le processus de rapprochement. Des économies. L'État va se serrer la ceinture, mais les collectivités locales sont également obligées de suivre le mouvement. Elles vont voir leur dotation réduite. La crise, on le sait, rend la réduction du déficit de plus en plus problématique, loin des 3% espérés, comme l'a confirmé d'ailleurs la Cour des comptes. Le débat sur cette question clé s'annonce tendu. Il aura lieu au Sénat jeudi. Sophie Normand. Objectif, 14 milliards d'euros d'économies en 2014. Premier touché, les fonctionnaires. La croissance de la masse salariale de l'État sera ramenée de 3% à 0,15% en 2014, ce qui porterait à plus de 28 000 le nombre de suppressions d'emplois publics depuis le début du quinquennat. Le gouvernement prévoit de diviser par 4 la dépense publique, un effort important qui devra être partagé par tous les acteurs, l'État, mais aussi les administrations de sécurité sociale et les collectivités territoriales. Les dépenses de fonctionnement de tous les ministères baisseront de 2% grâce à la modernisation des achats publics. Des ministères qui verront leur crédit chuter. Moins 7% pour l'écologie, moins 5,4% pour l'agriculture, moins 2,8% pour la culture. Effort aussi du côté des opérateurs de l'État, c'est-à-dire les agences, instituts, musées ou autres organismes comme Météo France. En 2014, les moyens qui leur sont affectés devraient baisser de 4%, hors Pôle emploi et les universités. Ce qui devrait entraîner des annulations de projets et plus de 1200 suppressions d'emplois. Comment et pourquoi les Américains nous espionnent-ils? C'est le premier dossier du 19h avec nos invités qui nous ont rejoints. Assurance ce soir de Barack Obama. Il affirme lors de sa tournée africaine que toutes les informations demandées par les alliés seront fournies. C'est donc la réponse provisoire à la fermeté, notamment en France, de François Hollande. Nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement entre partenaires et alliés. Quelles seront les conséquences à tirer? D'abord que ça cesse dans les meilleurs délais. J'allais dire immédiatement. Ensuite qu'on ne peut avoir de négociations ou de transactions sur tout domaine qu'une fois obtenu ces garanties. Pour la France, mais ça vaut pour toute l'Union européenne. Et j'allais dire pour tous les partenaires des États-Unis. Voilà, et avec nous donc Richard Yung, bonsoir, sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Merci d'être là. Avec nous également Jean-Philippe Magnin, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Et puis François-Bernard Huyghe, qui est le spécialiste de toutes ces questions de cybercriminalité ou de cyberespionnage ce soir. D'abord, est-ce que, messieurs, vous êtes tous surpris par l'ampleur des révélations et par la nature des moyens qui sont déployés? Monsieur Yung. Sur le principe, pas tellement. Bon, mais effectivement l'ampleur et surtout le fait que depuis 10 ans maintenant, les États-Unis se sont dotés d'une législation de plus en plus intrusive pour des raisons dites de sécurité, etc. Et donc on a là le fruit de cette évolution, à mon avis, tout à fait condamnable. Jean-Philippe Magnin. Écoutez, moi je suis surpris ou pas de ces révélations du Spiegel et puis du Guardian ce matin? Pas vraiment surpris sur le fond, surpris sur le plan politique que Barack Obama n'ait pas mis fin au Patriot Act qui prévalait sous George W. Bush pour des raisons de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, qui avait donné la possibilité à ce que l'on reconnaisse même valide et valable juridiquement le fait d'avoir des espionnages de ce type sur l'ensemble de la planète pour traquer les terroristes. Vous nous rappelez que cela est légal? On nous disait que c'était légal sur le plan américain, c'est-à-dire que c'était reconnu légal, sachant que les délibérations de la Cour de justice aux États-Unis n'étaient pas du tout communiquées à l'extérieur. Donc ça pose des vraies questions démocratiques. Bien sûr. Alors, François-Bernard Huyghe, plusieurs responsables... Vous n'êtes pas surpris du tout. Est-ce que vous êtes surpris par les déclarations de plusieurs responsables européens qui assurent on n'espionne pas ses alliés? Alors ça me surprend énormément par sa naïveté, parce qu'on espionne ses alliés, bien entendu. Nous on le fait aussi, l'Europe. Alors je ne le dirai pas pour la France, mais oui, on espionne ses alliés. Je vous rappelle, il y a eu des tas d'exemples. Cette affaire a été aggravée par les lois d'après 11 septembre, mais les démocrates sur ce point-là vaillent largement les républicains. Mais ça remonte bien avant, ça remonte à l'affaire Échelon, ça remonte, je ne vais pas
retirer toute la pelote à un traité de guerre froide de la fin des années 40, et ça a été une longue tradition. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas surpris, par exemple, c'est que je sais que le budget de National Security Agency est probablement aux environs de 9 milliards de dollars actuellement. On ne peut pas dire que tout ça... Faut que ça serve à quelque chose. D'accord, mais on ne peut pas dire non plus, pour banaliser cette affaire, que tout ça découle d'une espèce de tradition, c'est ce que vous nous dites. Presque. Alors c'est une tradition culturelle, en ce sens que c'est ce qu'on retrouve dans la pensée stratégique américaine comme l'idée de la information awareness, total information awareness. En bon français, ça veut dire il faut être au courant de tout pour se préparer. C'est ce que dit Barack Obama, et je ne veux pas me contenter de sources ouvertes. Il a une expression assez étonnante. Hein, Barack Obama, d'ailleurs, était très franc. Il a dit aux Américains, il a en quelque sorte eu sa théorie du contrat social, vous ne pouvez pas avoir toute la vie privée que vous souhaitez si vous voulez de la sécurité. Richard Yung, est-ce que c'est un acte d'agression, comme le dit votre collègue communiste Pierre Laurent? Quelque chose, moi je ne suis pas spécialiste, mais quelque chose me dit que ça sert beaucoup pour les Américains dans le domaine économique et des négociations. Alors on le déguise derrière la sécurité, le terrorisme, hein, mais je pense que derrière on trouverait beaucoup de dossiers... S'agit-il d'un acte d'agression pour vous? C'est pas un acte amical, et en tout cas ça ne permet pas de démarrer les négociations dites transatlantiques sous de bons augures. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de reculer, d'attendre et de voir ce que disent les Américains. Pour l'instant, ils sont restés extraordinairement peu disert. Et encore évasifs, évidemment. C'est difficile de promettre la vérité sur l'espionnage que mènent ces services, évidemment. Jean-Philippe Magnin, est-ce que vous, du côté d'Europe Écologie Les Verts, vous préconisez des mesures de rétorsion, peut-être plus radicales que d'autres? Écoutez, la confiance n'est plus de mise, c'est évident. Donc il faut, à minima, suspendre le premier round des négociations qui commence normalement le 8 juillet. Et sur l'accord de libre-échange. Sur l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Je ne vais pas revenir sur le fond, mais déjà nous sommes très critiques sur ces accords de libre-échange. Mais en plus, et ça avait déjà été fait d'ailleurs en 1999 par Jospin sur les accords multilatéraux pour l'investissement, qui avait demandé à ce qu'on suspende ces accords. De la même façon, je pense que pour des raisons de transparence et de confiance à réinstaurer, il faut les suspendre, voire même annuler le premier round des négociations pour que lumière soit faite. Après, ce qui m'étonne dans notre débat, c'est qu'on ne parle plus du lanceur d'alerte, Edward Snowden, qui est quand même celui qui a déclenché et qui était dans la NSA. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse voir l'évolution aussi. Vous dites depuis 60 ans, d'une certaine façon, ça a évolué parce que maintenant ça sort. C'est quand même une évolution importante dans notre démocratie. C'est peut-être au fait que les nouvelles technologies, finalement, permettent une dispersion plus rapide, je ne sais pas, des documents classés. Qui est très simple. Dans les années 70, M. Ellsberg, qui était un stratégiste de haut niveau, a passé des nuits à photocopier des documents qu'on a appelés les documents du Pentagone sur la politique américaine de Johnson & Co. Au Vietnam. Mais il a dû photocopier de nuit 70 000 documents sans se faire perdre. Sans se faire prendre. Tandis que le soldat Manning, qui n'est pas un James Bond ni un Einstein, lui a suffi d'une clé USB, et Snowden, qui est quand même à un niveau très au-dessus, lui a pu publier des documents originaux qui ont été répandus à des millions d'exemplaires. Alors, la question de son sort... Il a fait du bon travail, Est-ce que vous préconisez, par exemple, que l'Europe lui propose l'asile politique, sachant qu'il l'a demandé ce soir à la Russie? Je ne sais pas ce que valent les assurances de Vladimir Poutine. Il l'avait demandé à l'Équateur et il l'a demandé à la Russie. Nous proposons effectivement de lui accorder l'asile politique. Pourquoi? Parce qu'il faut le protéger. Il est aujourd'hui accusé. Il est accusé d'espionnage, de vol. Donc, a priori, la justice américaine, Obama ne s'est pas exprimé pour revenir sur ces accusations. Donc, je pense qu'il faut protéger ce lanceur d'alerte, au même titre que nous avons d'ailleurs proposé, nous, écologistes, un projet de loi qui a été voté au Sénat sur les lanceurs d'alerte et la protection de ces personnes qui, aujourd'hui, ont leur place dans la société et dans la démocratie à réinstaurer dans certains cas comme celui-ci qui prend une ampleur telle qu'on ne peut pas ne pas réagir. Mais vous imaginez si l'Europe lui donne un visa de réfugié politique, ça va encore détériorer plus gravement les relations. C'est pas une plaisanterie, je crois. Je pense que cette personne est accusée aux États-Unis. Il peut y avoir une demande d'extradition. Il peut être aujourd'hui emprisonné aux États-Unis pour ce qu'il a fait, alors que pour moi, ce n'est pas un acte délictueux. Vous ne croyez pas aux assurances de Vladimir Poutine qui dit la Russie ça fait plutôt sourire. Non. Ça vous fait sourire? Avec Obama, un rire jaune. D'autant qu'on apprend dans le même temps que les chefs du FBI et du FSB sont chargés de régler le cas Snowden. Quel est son avenir aujourd'hui?
Écoutez, ça dépend du Kremlin actuellement. Là, ils ont une très belle carte à jouer. Évidemment, cette affaire tombe dans un moment qui est très embarrassant pour les États-Unis. Ils ont fait réagir l'Europe. Les Allemands en premier, qui ont des mauvais souvenirs de la Stasi. Même le président Hollande a dû aller un peu dans la gesticulation martiale. Mais ça tombe aussi à un moment où, évidemment, ils sont par exemple dans des négociations avec la Chine, dont ils ont dit et redit, avec raison d'ailleurs, que la Chine fait également beaucoup d'espionnage électronique. Donc tout ça, leur dire demain quand même. Voilà, ça a un petit côté arroseur arrosé. Internet, je pense qu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure sur la rapidité pour transmettre des informations, mais là aujourd'hui, ça pose la question, notamment du lien des services secrets américains et britanniques avec les grands du web. Et là, je pense qu'il y a un vrai débat entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Et l'intérêt privé a prévalu dans les demandes qui ont été faites par les services secrets américains, notamment à Google, à Facebook, pour aller encore aux grands opérateurs américains comme Apple les ou autres. listings de tous les appels téléphoniques. Tout à fait. C'est dans un cadre privé. Et là, il y a un vrai problème de protection des données privées. C'est formellement légal parce que, paraît-il, des cours secrètes avec des procédures secrètes l'autoriseraient. Néanmoins, on voit bien qu'on peut se trouver dans une situation où on a un contrat de droit privé avec Google, etc., qui, eux, restent soumis aux droits des États-Unis et dont, par ailleurs, on voit qu'ils ont des accords avec l'administration Obama. Tous les gens de la Silicon Valley ont beaucoup soutenu la candidature d'Obama. Donc le problème est que nos données précieuses se trouvent entre les mains d'opérateurs privés qui, une première fois, peuvent les vendre, comme le fait Google, en vendant il évite ça, Google, de vendre notre vie privée, de vendre nos données à des annonceurs publicitaires notamment, et bien ils peuvent donner un accès au gouvernement. Alors, on s'est félicité pendant le printemps arabe de l'excellente coopération entre Google et d'autres et l'administration Obama parce qu'ils aidaient les dissidents égyptiens, mais le prix à payer aussi, c'est qu'ils donnent des informations. Chaque fois qu'on échange un mail, M. Grossiard, ça veut dire que ça peut être lu par les On va faire attention voilà, à ce que vous dites donc c'est quand même assez désagréable, franchement. Est-ce que vous êtes déçu personnellement par Barack Obama, qui en la matière, effectivement, n'est pas en rupture avec George W. Bush? Ça, plus Guantanamo, je trouve que ça fait beaucoup en matière de liberté publique et de liberté individuelle. Sans parler des drones, qui serait un autre sujet. François-Bernard Huyghe, est-ce que dans les chancelleries, dans les ambassades que la France possède à travers le monde, on est quand même au courant des précautions nécessaires qu'il faut prendre? J'ai moi-même été délégué culturel il y a quelques lustres. On a eu une visite de quelqu'un de la DGSE qui nous a expliqué assez crûment les risques d'espionnage ou de tentatives de séduction ou de compromission auxquels on pouvait être soumis. Alors je pense que notre ambassadeur aux États-Unis n'est pas naïf. Enfin, j'espère. D'accord. Voilà. Ils ont quand même une salle spéciale où ils peuvent s'entretenir et qui est vraiment protégée dans les grandes ambassades. Voilà. Merci, messieurs. Tout autre sujet maintenant, un projet de loi à la fin de l'année sur l'euthanasie, date désormais envisagée par François Hollande après un débat public souhaité par le comité consultatif d'éthique, dont le président, donc Jean-Claude Amezen, est notre invité ce soir. L'avis du comité d'éthique avait été demandé par le chef de l'État. Une première étape que nous présente Nathalie Guilbard. Statu quo du comité consultatif national d'éthique. Il ne recommande ni la légalisation de l'euthanasie, ni l'assistance au suicide. Le comité s'est montré divisé sur ce sujet. Pour certains, l'aide active à mourir pourrait être mal perçue par les patients. Il fallait faire attention à ne pas fragiliser la relation notamment entre les patients et les médecins. Qu'un patient qui entre à l'hôpital soit toujours pleinement certain de ce que c'est la bienfaisance qu'on va rechercher pour lui et qu'il n'y aura pas d'échappatoire quand bien même il aurait une baisse de régime. Un point fait l'unanimité. Aujourd'hui, un patient peut donner son avis sur son traitement de fin de vie. Problème, cet avis ne s'imposait pas aux médecins. Dans son rapport, le comité d'éthique veut rendre ces directives dites anticipées plus contraignantes. Nous recommandons que les médecins, en particulier, s'engagent dans un dialogue avec les personnes malades très en amont de la fin de vie. Et dans ce cas, qu'est-ce que les personnes souhaiteraient, ne souhaiteraient pas, quelles réponses pourrions-nous apporter? Et tout ceci, cette espèce de pédagogie pourrait faire l'objet des futures directives anticipées. À la suite de cet avis, le président François Hollande a annoncé l'organisation d'un débat public, mais aussi un projet de loi pour la fin de l'année. L'assistance médicalisée pour mourir dans la dignité
était l'un des engagements du candidat Hollande à la présidentielle. Et avec nous donc Jean-Claude Amezen, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous présidez ce comité national d'éthique. Vous avez été nommé d'ailleurs par le chef de l'État. Alors on sait bien sûr que le sujet de l'euthanasie sensible est très complexe. D'ailleurs il suffit de vous lire pour le savoir, le découvrir, parce qu'il y a vraiment des nuances. C'est très subtil. Où commence, où s'arrête le droit à mourir dans la dignité, comme l'on dit aujourd'hui. Mais néanmoins j'ai relevé que vous suggérez des avancées, on vient de le rappeler, notamment de nouveaux droits pour les malades. Tout à fait. Dans notre réflexion, il y a à la fois, je dirais, il y a la nécessité d'un changement culturel dans ce domaine. D'abord en termes de solidarité, c'est-à-dire faire cesser des situations d'indignité qui sont fréquentes, des personnes qui, en fin de vie, se retrouvent sur un brancard dans les services des urgences et vont décéder dans les pires conditions. Il y a la nécessité que le droit à avoir accès à des soins palliatifs que le législateur a posé il y a 14 ans rentre enfin dans la réalité. Mais ça, c'est l'alternative à l'euthanasie. Alors, c'est pas l'alternative à l'euthanasie. D'ailleurs, le président de la République ne nous a pas saisi spécifiquement sur l'euthanasie, mais sur l'assistance au suicide. Le fait d'accompagner une personne dans sa volonté de mettre elle-même fin à son existence. Et donc, il y a l'idée aussi que le droit à avoir des soins palliatifs à domicile est important. Vous savez que dans notre pays, un quart des personnes meurent à domicile. C'est extrêmement un pourcentage très faible par rapport à nos voisins européens. Et donc l'idée, c'est que la solidarité permette au fond d'accompagner les personnes. C'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'infirmiers qui puissent se rendre au domicile des personnes concernées. Et non seulement en toute fin de vie, mais avant, parce que quand les situations sont indignes, longtemps avant la fin de vie, les conditions de fin de vie le seront aussi. Donc pour les personnes malades, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, qu'il y ait un accompagnement qui est indispensable et auquel elles ont droit. Ça, je dirais, c'est faire un effort de solidarité pour ne pas abandonner des personnes. Encore une fois, plus de la moitié des Français, sans doute un pourcentage encore plus grand, n'ont pas accès en fin de vie à un accompagnement et à des soins palliatifs. Alors je regardais donc les nouveaux droits que vous suggérez pour les malades. Le deuxième, c'est qu'on place la personne en fin de vie au centre des décisions, qu'on l'écoute, qu'elle puisse choisir. Et là, c'est plus de l'ordre de Par anticipation. Voilà. Et donc, il y a deux mesures que l'on recommande. L'une qui consisterait à changer la loi de 2005, la loi dite Leonetti, qui pour l'instant considère que les directives anticipées que rédigent des personnes pour dire dans telle situation je souhaiterais qu'on arrête le traitement si je ne suis plus conscient ou consciente. Ces directives anticipées, pour l'instant le législateur considère qu'elles sont des souhaits dont le médecin doit tenir compte, mais c'est le médecin qui prend la décision. Ce que nous demandons, c'est que lorsque la personne se sait malade et qu'elle a pu bénéficier du conseil d'un médecin et donc vraiment est informée et qu'elle rédige des directives, ces directives soient considérées comme contraignantes, sauf exception si la situation ne correspondait pas, qui devrait à ce moment être justifiée par écrit. Donc ça, c'est le premier droit. La possibilité des déclarations anticipées, voilà. Et que ce soit la personne qui décide et non pas les médecins qui décident pour elle. Le deuxième droit de la personne, et qui correspond à la première question que le président de la République nous avait posée, il y avait une question sur les directives anticipées, et l'autre était sur le fait de pouvoir, lorsqu'on demande un arrêt de traitement, voire d'alimentation, être assuré que les derniers moments seront vécus dans la dignité. Ce que propose à l'unanimité le comité, c'est qu'il y a un droit à une sédation profonde jusqu'au décès, c'est-à-dire que si la personne souhaite être endormie dans les dernières phases de sa vie, eh bien que ça soit considéré comme un droit et que ça ne soit pas soumis à une décision médicale. Donc vous voyez que sur ces plans-là, le comité est unanime et demande qu'il y ait de profonds changements dans la façon d'accompagner les personnes et de respecter sa parole. Ça c'est l'accord, mais vous êtes fondamentalement divisé. Alors là-dessus on est d'accord, mais sur l'assistance au suicide, qui était la troisième question posée par le président de la République, eh bien là, il y a deux approches. La majorité du comité considère qu'il est prudent de ne pas changer la loi, que le fait d'autoriser l'assistance au suicide poserait toute une série de problèmes. Alors, d'un mot, je veux dire, ça se passe en Suisse, par exemple, c'est quand un enfant accompagne sa mère ou son père dans une espèce d'établissement médical ou médicalisé. Ce sont des associations. Des associations, enfin, dans un environnement comme il y a des médecins qui sont là, qui sont obligés d'être là d'ailleurs, et donc on fait boire une substance à la personne et elle meurt. Voilà. Donc ça se pratique en Suisse, et là vous vous êtes divisé là-dessus. Il y a d'autres modalités, c'est pour ça qu'on parle d'assistance au suicide, c'est plus compliqué que ça. Dans 3 États des États-Unis, l'État d'Oregon, l'État de Washington et l'État de Montana, en fait ça n'est même pas une assistance au suicide, c'est une assistance à la possibilité
d'éviter de se suicider. Donc dans l'État d'Oregon par exemple, quand les médecins estiment qu'une personne a moins de 6 mois à vivre, cette personne, si elle a réfléchi et qu'elle a bien compris, peut demander à disposer d'une substance qui, si elle la boit, entraîne sa mort. La moitié des personnes qui reçoivent cette substance ne l'utilisent pas. Donc c'est vraiment une assistance à la possibilité de se suicider et non pas une assistance au suicide. En Oregon, ça représente à peu près 0,2% des décès. En Suisse, 0,4% des décès. Il y a une minorité de membres du comité, 8 membres, qui vous êtes 40. Hein. Voilà, qui eux disent qu'au fond, la réflexion est de ce type. La loi, dit cette contribution, autorise déjà d'une certaine façon, les médecins à faire mourir à la demande de la personne, mais en arrêtant les traitements si la personne le demande, ce qui peut entraîner l'accélération, voire provoquer le décès, et en interrompant à la demande de la personne l'alimentation. Et donc, cette minorité dit, si aider à mourir ou faire mourir ou accélérer le décès à la demande de la personne est déjà autorisé par la loi, pourquoi est-ce que ça serait uniquement en arrêtant le traitement et pas en permettant un geste complémentaire? J'ai l'impression que c'est un peu votre avis. Vous êtes du côté des minoritaires? Ah non, moi, pour l'instant, mon rôle et ma mission me semble être de présenter la vie à la fois dans sa dimension unanime et dans sa dimension ouverte, de telle manière justement à pouvoir préparer un débat public que nous souhaitons, y compris sous forme d'états généraux où les citoyens se réunissent et peuvent réfléchir. Et l'idée, c'est qu'au fond, à la fois dans sa dimension unanime et dans sa dimension non unanime, avec une opinion majoritaire et une opinion minoritaire, nous contribuons à aider la société à réfléchir et à le voir à choix. Elle réfléchit déjà beaucoup. Vous préconisez des états généraux. Oui. Il y a eu un grand débat public il y a 6 mois, un peu plus maintenant, lors de la présentation du rapport SICA. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la France légalisera l'euthanasie? Alors ça dépendra. Alors encore une fois, l'assistance au suicide n'est pas l'euthanasie. Les pays dont vous parliez, la Suisse, les États des États-Unis, autorisent l'assistance au suicide et interdisent l'euthanasie. Les pays du Benelux autorisent l'euthanasie ou l'assistance au suicide et l'euthanasie. Donc il y a déjà des différences. C'est-à-dire au fond, accélérer ou provoquer directement le décès d'une personne à sa demande, ça se pose dans des contextes qui sont différents. Et notre idée, c'est que pour que la société réfléchisse, au-delà des convictions préétablies, au-delà des opinions que chacun a, c'est intéressant que les personnes puissent se réunir, réfléchir ensemble, comme le fait le comité, et que en dernier recours, de toute façon, c'est le législateur qui, avec toute cette information et avec toute cette réflexion, décidera en connaissance de cause de ce qu'il estime utile. Est-ce que finalement votre division, ce qui est légitime évidemment, c'est normal qu'il y ait des avis contraires ou divergents sur un sujet aussi grave et complexe, on l'a dit, est-ce que cette division rejoint la prudence de l'exécutif qui est de mise aujourd'hui après la guerre qui a été le mariage pour tous? Alors je crois la prudence dans ce domaine, je dirais l'incertitude en fait, si on prend le comité dans sa globalité, avec une vision majoritaire et une vision minoritaire, je crois qu'elle est le reflet simplement de la complexité de ces questions. Et je crois que si nous rendons le service, encore une fois, la société, d'essayer d'éclairer cette complexité, de montrer là où sont les problèmes, de montrer là où les choix doivent s'opérer, eh bien, je pense que nous rendons service à la société plus que forcément en recommandant telle ou telle conduite. Mais d'un mot, qu'est-ce que vous dites aux gens qui militent pour le droit de mourir dans la dignité? Alors, encore une fois, mourir dans la dignité... Qu'est-ce que vous leur dites? Patienter? Attendons ensemble. Attendons que le législateur le fasse. Moi, je crois qu'il y a un autre problème. À titre personnel, vous me demandez mon avis. Dans tous les pays qui ont autorisé l'assistance au suicide, eh bien, il s'agit d'une exception parce qu'ils sont accompagnés, et si, malgré les soins palliatifs, ils le désirent, on le fait. Dans un pays dans lequel le développement des soins palliatifs est très déficitaire, il est important de réaliser qu'il faudrait que ce soit une exception si c'était autorisé, et pas une alternative, ce qui serait tragique. Pas une alternative aux soins palliatifs, on en parlait dès le début de notre entretien. Jean-Claude Amezen, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve demain dès 18h. Preuve par 3 recevra Laurent Wauquiez. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, le Bourdi Blog Café. Bonsoir. La guerre des 6 jours est un tournant majeur dans l'histoire du Moyen-Orient. En mai 1967, Nasser apprend par les soviétiques qu'Israël s'apprête à attaquer la Syrie. Ayant conclu un pacte avec Damas, il va tenter de dissuader ses voisins israéliens par des mouvements de troupes.
L'opinion publique s'en mêle et c'est l'engrenage. Le conflit n'aura duré que 6 jours, mais la guerre n'a jamais vraiment fini. 1967, 6 jours en juin, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.